Pouvez vous asseoir? Oui, donc rebonjour M. Frenette. Quand on s'est laissé, on se parlait du comité de direction de... Ah oui, donc quand on s'est quitté, on parlait du comité de direction de décembre 2014. On a retrouvé le document là qu'on voulait vous montrer, qui est en fait une présentation qui a été faite au comité de direction du 16 décembre 2014 sur la stratégie d'acquisition PGI, qui est un document confidentiel à l'époque. Donc, si on peut parcourir le document. Qu'il avait été préalablement coté, ce document-là? Non, c'est vrai. Donc, on pensait qu'il avait été coté, mais il ne l'a pas été encore. Donc, ça va être... Oh, j'ai oublié mon petit post-it dans la magraphière. C'est 42P250. Merci. Est-ce que ça veut dire, est-ce que je l'avais eu pour lecture? Non. OK. On va le parcourir. Mais essentiellement, là, c'est pas... Ben, en fait, non. Je pense que vous l'avez eu. Je m'excuse. Vous l'avez déjà vu. Pas sûr que je l'ai eu. Sinon, on prendra le temps ce midi, puis on y reviendra. Excusez-moi, c'est ça qu'on va faire. On va le coter. Excusez-moi, il aurait déjà été déposé. Mais ça, moi, j'ai déjà vu. Oui, c'est décembre 2014. Ça se peut-tu 145, mais que sur le site, on n'est pas capable d'ouvrir l'hyperlien? Sur 35P 143, mais Ouais. sur le site, ça, je veux dire, cette pièce n'a pas encore été déposée car elle doit être scindée. Mais On y reviendra après le lunch. il fait partie de cette pièce. Merci. On va y revenir après le lunch à ce moment-là. Parfait, on va passer à d'autres Je choses. signale à la commission aussi que c'est un document de travail. Alors, est-ce que c'est la version officielle? Là, ça, je l'ignore. On va faire ces vérifications sur l'heure du midi, puis on sera en mesure de savoir si c'est un document de travail ou la version officielle. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, ceci étant dit, il reste qu'en décembre 2014, votre collègue, je pense, de la VPTI, M. Malenfant, c'est lui qui pilote ce dossier-là, propose une stratégie d'acquisition du PGI. Votre souvenir à l'époque, c'est est-ce qu'on doit fonctionner de façon usuelle ou il faut, c'est en faisant preuve d'un peu de créativité, là, pas dans le sens négatif du terme, là, qu'on va réussir Innovation. D'innovation, oui, je pense que, merci, ça va être un terme moins chargé de sens, surtout lorsqu'on parle à un CPA. Donc, est-ce qu'il faut faire preuve d'innovation pour réussir à acquérir ce fameux PGI-là? Bien, c'est sûr que ça a été utile d'avoir le processus mis en place, innovant. Si la question, pour préciser votre question, est-ce que ça va de sens? Est-ce que ça va en même temps? Est-ce qu'on prend connaissance que ça va prendre ça aussi? Je suis pas sûr, là. Ça vient un peu avec ensuite la construction de la méthode pour aller au marché. Mais c'est un processus qui est innovant. Ouais. Je ne crois pas qu'on aurait pu le faire avec notre processus usuel là, de base. Vous allez donc, le comité de direction qui a pris unanimement position en faveur de l'acquisition d'un PGI, présenter le tout au conseil d'administration de février 2015. Le procès verbal a déjà été coté, là, juste pour... Monsieur le commissaire, normalement, ça passe par le sous-comité. Là, je ne sais pas lequel. Avant d'aller au CA, là, il y a un sous-comité là, qui est installé, là, on a appelé souvent des comités conjoints, CTI, CAPV. Là. Je me demande si à cette époque-là, c'est pas juste le CTI. C'est important. Là. OK? Parfait. Il y a peut-être une nuance à ce moment-là, parce que les CTI, CAPV, peut-être ça a toujours existé, mais ça, j'ignore. On va faire la vérification ce midi, mais juste nous expliquer pourquoi c'est important. Bien, CTI, CAPV, on sait que c'est 10 sur 14, là, membres du conseil d'administration. Le CAPV, le volet budgétaire, etc., c'est lui qui est plus en charge, on va dire. Mais avec la gouvernance, alors que le CTI, c'est Comité de technologie de l'information, là, on comprend. Fait que je ne sais pas quel cheminée que ça a pris.
Et le Chiminique, ça Parce que là, vous m'emmenez au CA. Tu sais. OK. Fait qu'on Il va faut forcément vérifier passer par un comité de par un comité. Ouais, puis on peut faire un petit pas de côté gouvernance. Donc, vous, comme vice-président finance, le comité du conseil d'administration où vous présentez vos dossiers, c'est lequel? C'est le comité, de la vérification, hein, à l'époque, et des placements. Des actifs passifs, excusez-moi. Comité de vérification actifs passifs. Donc, essentiellement, c'est le comité, aujourd'hui, on dirait le comité d'audit et comité d'actifs passifs, c'est en lien avec la fiducie, là, la capitalisation que je vous ai expliqué au départ ce matin. Donc, c'est essentiellement accès, finances, contrôle, budget. OK? Moi, c'est là que je me présente. Parfait. Et au CA aussi. Puis, le VPTI, lui, Il parle. présente ses dossiers au CTI, au Comité sur des technologies de Oui, l'information. exact. Et à un moment donné dans l'histoire, je sais qu'on a déjà établi la date, mais je ne l'ai pas en mémoire actuellement, on va fusionner les deux comités On va les aux joindre. fins de suivre le projet CASA On va les joindre, puis les présidents vont s'alterner. pour présider la rencontre. Oui, c'est ça. OK, parfait. Mais il reste que pour concrétiser votre projet d'acquérir un PGI, vous devez demander au Conseil du Trésor des aménagements dans les règles contractuelles de l'époque. Oui, monsieur le commissaire. Parfait. Donc, vous allez obtenir une décision du Conseil du Trésor. CT 21-490. Vous allez l'obtenir le 21 avril 2015. C'est la pièce 14 P13. Si on pouvait la montrer aux témoins. Donc ça, vous savez ça à l'époque, là. Vous n'avez pas appris ça en écoutant les audiences. Non, madame. Ben, oui. Ouais. Puis parce que c'est vous le... Je m'en suis rappelé fortement. Parfait. Ouais. Mais vous, à titre de... Puis pendant que la pièce arrive, là, vous, à titre de RORC, Ouais. quel est votre rôle dans la préparation de cette demande de dérogation-là? On m'a aidé un peu là, pour m'en rappeler parce que c'était loin à ma mémoire. Mais je peux vous confirmer que ça a été fait par... En fait, la façon qu'on a fonctionné, l'équipe de Mme Chabot, qui était la direction de la conformité en gestion contractuelle, en termes de volume de travail, il y avait beaucoup de choses à faire et il y avait possiblement commencé certains travaux que je n'ai pas vus nécessairement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mandaté une coordonnatrice qu'on appelle une conseillère stratégique qui relevait de ma vice-présidence. On l'a dégagée complètement pour venir aider l'organisation à bâtir ce CT-là général. Il a été fait en va-et-vient avec les autorités du secrétariat du Conseil du Trésor. Principalement, Carl Malenfant est impliqué. Moi, Claude Lantier, comme conseiller, aussi directeur à l'époque, et la conseillère stratégique. Donc, les sections en tant que telles, je peux vous aider un peu à mon point de vue, comment est-ce qu'ils se sont bâtis. Oui, mais juste avant, juste pour comprendre la différence des rôles entre votre des employés sous votre vice-présidence versus celle de la VPTI, Ouais. mais qui propose le processus qu'on veut obtenir. C'est pas nous. C'est pas ma gang. OK. Donc, c'est quoi le rôle de votre gang? C'est Ma gang, d'identifier dans ce qu'ils veulent ce qui n'est pas possible? Ben, je peux aller dedans, je vais vous le dire. OK, parfait. Si on y va Parcourons, mais c'est ça la Si question on y que va j'ai en tête. tranquillement, je vais vous dire. Allons-y. Donc, on a le contexte de la demande à la première page. La demande, le contexte de la demande. Bon, le contexte de la demande, là, juste premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, quatrième paragraphe. Là. Oui. Bon. C'est ce que vous nous avez expliqué. Ça, ce là, matin. c'est les mesures qu'on a inscrites dans le discours sur le budget. Donc, ce dossier-là, on est allé le travailler avec le ministère des Finances. Le ministère des Finances a fait la révision diligente de ce dossier-là. OK? C'est duré, on répète ce qu'il y a dans les documents budgétaires. Fait que ça, c'est sûr que c'est mon équipe, parce que c'est notre équipe qui a fait ces éléments-là, et c'est notre équipe qui a fait aussi le lien avec le ministère des Finances et toute la révision diligente. Quand on arrive après à l'autre paragraphe, on va l'appeler le cinquième, ça, c'est l'équipe du projet.
la dernière phrase, le deuxième petit crochet, on dit devancer de 3 ans la livraison des bénéfices. On est encore dans le projet. Et donc, de rembourser plus rapidement la dette de 218 millions. Mais là, on retombe dans notre dossier. Et de percevoir 81 millions de droits additionnels pour le gouvernement, c'est mon équipe. C'est comme ça que vous avez vendu le projet. Ça veut dire ici que, il est déjà ça, les mesures en haut, là, les 4 paragraphes, le projet est déjà vendu. Il est dans le discours sur le budget de la province. C'est déjà vendu. C'est une mise en bouche qu'on répète dans le CT. Parce que le CT, l'objectif, c'est pas de vendre le projet. Le projet, il est déjà vendu. C'est de venir adapter nos mécanismes pour aller au marché. Plus comme ça. Mais le fait de l'engagement ou la proposition de devancer de 3 ans la livraison des bénéfices et donc de rembourser plus rapidement la dette de 218 millions et de percevoir 81 millions de droits additionnels pour le gouvernement, là, le PICO auquel vous nous avez référé, ça, est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est un argument qui est avancé ou la carotte qu'on propose pour obtenir des dérogations au processus contractuel, ou c'est déjà quelque chose qui est avancé par la société auprès du gouvernement? De devancer de 3 ans la livraison des bénéfices, ça, c'est dans le projet. La phrase, là, et donc, là, ça, c'est déjà prévu dans les gains qu'on a avec le gouvernement. C'est ça. Ça, c'est ce à quoi vous vous êtes engagé. C'est ça qui est complexe, c'est que la phrase appartient à 2 mouvements. Fait qu'on on va continuer. Le logiciel de partie 2, le logiciel de gestion intégrée. Donc. Ça, c'est le projet. Là. Ça, c'est le projet comme tel. Le projet, et il faudrait voir avec le Trésor, là, si le Trésor, quel est l'impact des équipes des marchés publics sur ces éléments-là. C'est ça. Non, juste avant, Mme la greffière adjointe, s'il vous plaît. Donc, ceci dit, on peut lire dans le premier paragraphe, là, les 2 dernières phrases, que la société va considérer l'ensemble des frais d'utilisation ou d'exploitation de ce PGI-là sur une période de 10 ans plutôt que de 5 ans. Pourquoi on fait ça? J'ai pas de souvenir. Oui, j'ai pas de souvenir de ça. C'est plus convenu dans le marché, là, j'ai l'impression. C'est le marché. Parfait. Donc, ceci dit, c'est ce que vous considérez dans le coût total du projet. Donc, il y a l'acquisition du PGI et son adaptation à la réalité de la société, puis on a nos frais d'utilisation. Puis, est-ce que je me trompe ou financièrement parlant, là, je m'adresse au VPTI. VP Finance. VP Finance, oui, pardon. On a intérêt à allonger la période de frais parce que l'investissement au départ coûte cher, puis les gains, on va les obtenir sur le long cours. Non. Non? Non. Non, parce que même, non. On va y revenir plus tard. Oui, avec d'autres documents. Un avantage. Je vous dirais que voir loin dans trop court, là, ça n'a quand même pas de bon sens non plus. Là. Je veux dire. OK. Parfait. Je ne suis pas capable de vous informer. Moi, je pense pas que loin, c'est opportuniste. Je vous dirais que court, ça serait kamikaze. Mais un peu plus, là. Il faut se projeter. OK. Mais si on va au paragraphe suivant, une des modifications que vous allez demander, c'est de majorer le fameux facteur K à 50 %. Je comprends que c'est est-ce que c'est quelque chose d'inhabituel, n'est-ce pas, selon les règles contractuelles de l'époque? Oui, ça... Pourquoi est-ce que vous le savez? Est-ce que vous, comme ROC, c'est moi mon domaine. Évaluez l'opportunité d'aller de façon différente dans les règles? Non. Pas là-dessus. Puis pas là-dessus. Ça, c'est des discussions entre le projet et les autorités centrales. OK. Centrale étant, c'est... Le secrétariat du Conseil du Trésor,
sous-secrétariat au marché public et le DPI à l'époque qui relève du Conseil du Trésor. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des noms, juste pour qu'on... Mme Julie Blackburn et Benoît Boivin. DPI, Benoît Boivin, sous-secrétariat au marché public. De mémoire. Blackburn. Parfait. Donc, allons sur la page suivante. Vous vouliez qu'on passe? Bon. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a des... Moi, ça va, les paragraphes suivants? Je sais. Ben là, le dessin qu'il y a là. Le dessin. Donc, montrons la partie 3. Bon, tout ce qu'il y a A, B, C, D, E, là, ça, c'est pas nous. Vous voulez départager qui fait quoi, là? Mais le dessin, c'est ma conseillère stratégique qui l'a fait. Pour fin de simplifier la compréhension. OK? Fait c'est quelqu'un qui l'a pris et qui l'a simplement exprimé en graphique. Donc, elle a traduit en graphique les mots, mais le processus comme tel, Non, qu'on voit défini en bas, là, A, préqualification, etc., c'est pas moi. C'est pas mon équipe. c'est pas votre équipe. Non. Fait qu'on peut montrer. Montez plus haut. Parfait. Donc, qui est le fameux processus d'acquisition, évaluation des offres, évaluation de la qualité, Le dialogue avec le dialogue compétitif en présence d'un vérificateur externe. Puis, tu sais, quand moi, je le vois, là, à l'époque, je trouve ça brillant. Là. Tu sais, je trouve ça intéressant, je trouve ça innovateur, mais je ne suis pas un expert dans ce bout-là. OK. Le partage de risques, Même chose. vous n'êtes pas un expert. Non. Mais, On comprend qu'on évolue en même temps que tout ça se déploie là. Puis là, merci Mme la greffière adjointe, puis on va rester effectivement sur ce paragraphe-là. C'est là qu'on voit que, en fait, à peu près chaque étape est une modalité particulière au processus Les écarts. d'approvisionnement permis dans la loi. Mais donc, vous, comme RORC à l'époque, vous devez observer le respect des règles contractuelles. Donc, vous devez, j'imagine, vous demander si toutes les modalités particulières qu'on demande vont amener un avantage tout en respectant les principes qui doivent guider les marchés publics. Cette décision-là, c'est là que le lien avec le sous-secrétariat au marché public se fait, là, comme super expert. Là. On va les utiliser aussi à certaines étapes là, que je pourrais vous nommer au cours de mon témoignage, mais on s'assure d'être avec les plus grands. Je veux dire, le sous-secrétariat au marché public là, pour certains angles. Donc, ces gens-là Donc, vont... vous êtes accompagnés. Oui, ils vont... on les rend accompagnés, c'est des ressources là-bas. À l'équipe de Mme Plus Blackburn. experts, plus experts. Et éventuellement, on a une présentation aussi qui se fait préalablement là, avec ces gens-là. Et donc, De mémoire. c'est ça. Fait que vous, donc, vous allez présenter les modalités avec votre collègue, le vice-président TI, M. Malenfant, De mémoire. au Conseil du Trésor pour leur dire voici une super façon de fonctionner pour notre projet? C'est ça que j'essaie de comprendre. Non, Qu'est-ce qui est venu avant j'ai quoi? plus vu ça comme un échange que comme voici une vente. C'était pas. J'ai l'impression qu'il était à l'aise. Ma perception, là, c'est que ça ne posait pas d'enjeu de logique de fond. Là, tu sais. Dans le fond, il n'y a pas eu un exercice de vente comme on peut faire habituellement, tu sais, qu'on insiste. Moi, je n'ai pas senti ça. OK? Fait que, je pourrais vous confirmer de mémoire que ça ne s'est pas passé comme ça. C'était plus un échange cordial et je pense que le Trésor était aussi à la recherche des meilleures pratiques, OK, pour innover dans ses méthodes. De mémoire, il appelait ce projet-là. Ce projet-là, pour eux autres, c'est un projet pilote pour aller plus loin par la suite. Je comprends. Je pense que c'était plus comme ça qu'ils le voyaient, comme une innovation. C'est ça. Parce que dans les faits, le dialogue compétitif va être intégré à la réglementation quelque temps plus tard. Oui, là, j'ai des histoires par personne racontées. Je ne veux pas les dire ici, mais parce que c'est par personne racontée. On dit 3 fois la même chose, puis on pense que c'est une vérité, mais c'est pas ça l'idée, là. Mais je peux vous dire que moi, j'ai senti la collaboration. Fait que je sentais que c'était fluide et que
il avait déjà entendu parler de ce genre de processus-là. On n'arrivait pas là, de la planète Mars tant que ça. Donc, c'est moins avez dit, compliqué qu'aller chercher des ATC supplémentaires. Oui, bien c'est ça. Oui, exactement. Ben, je ne sais pas si je perçois ce que vous me dites. Exactement. C'était pas le... Exactement. C'était pas le même niveau de pression. Le fruit était mûr. Le fruit était mûr. Possiblement. OK, parfait. Donc, ceci dit, c'est un processus qui est innovateur, vous l'avez dit à l'époque, qui est quand même complexe. Hein? On n'est pas avec le plus bas soumissionnaire. On sort nos besoins, on reçoit une offre avec un prix. Est-ce que c'est votre équipe qui gérait des processus d'approvisionnement comme ça dans la vie de tous les jours, dans les processus habituels, n'est-ce pas? Normaux, là? Oui? Oui, oui. OK. À votre connaissance, à ce moment-là, est-ce que la SAQ, en tout cas votre équipe, avait les ressources et les qualifications, les compétences pour gérer un processus de cette complexité-là? Assurément pas. Il faut aller chercher de l'aide, là. Et, non. Tu sais, la grosseur de la bête, là, puis on le voit dans les dossiers, là, on voit le dossier, là, non. On a des ressources, on a des gens qui vont être capables d'accompagner tout ça, mais il va falloir qu'on s'équipe, là. Parfait. Donc, il va y avoir une série d'appels d'offres qui vont être lancés. Et va s'en suivre différentes notes à la PCD à propos de ces processus d'approvisionnement-là. PCD, présidente et chef de la direction, qui est Mme Nathalie Tremblay, Oui. à l'époque. Donc, on va prendre, Mme la greffière adjointe, la pièce 35 P. Peut-être juste une chose. 161. Oui, allez-y. voulez-vous revoir? Le commissaire. Oui. Le dernier paragraphe Ah, je m'excuse, Mme la greffière Les adjointe. paragraphes du tableau ou de... du CT. Là. Oui, du CT, donc Ok. 14 P13. Parce que vous m'avez demandé qui appartient à quoi. Qui appartient à qui. Ouais. Je veux juste finir. Très bien. Oui, tout à fait. Pour pas qu'on perde sur des perceptions. Fait que si on continue, là, partie 7, Ouais. juste pour me le montrer. Bon, l'investissement pour la mise en œuvre ne requiert pas de crédit. Là. Bon, ça c'est mon équipe, ce bout-là. OK. Excusez-moi, mais je m'étais dit, j'avais oublié source de financement. Oui, mais ça, c'est mon équipe, puis c'est comme convenu avec le ministère des Finances puis Trésor. C'est un dossier qui est, je répète, là, déjà attaché via le discours sur le budget de la province. C'est ça. Puis l'objectif, le grand bénéfice de tout ça, c'est rembourser le déficit accumulé. Oui, ça, on pourrait en parler éventuellement. Oui. Ça fait plaisir. Des fois, entre la planification et la réalisation, Mais il y a déjà, des écarts à je réconcilier. peux vous parler de la planif minimalement. C'est ça. Donc, on s'en allait à la pièce 35 P162. Puis on va aller à la page 97 du PDF, s'il vous plaît, Mme la greffière. Voilà. Donc, je m'excuse, Mme la greffière adjointe, on va montrer l'entête comme il faut. Merci. Donc, c'est une note à la présidente et chef de direction de votre part à titre de responsable de l'observation des règles contractuelles RORC. Donc, en date du 21 mai 2015, là, mais avant de tomber dans précisément cette note-là. Donc, pourquoi, puis on a une série de notes, là, puis vous vous en rappelez, pourquoi écrivez-vous à la présidente et chef de la direction relativement à différents processus contractuels? Juste avant de répondre, question d'intendance, ça a déjà été coté, ça? Oui, c'est 35 P 162, puis en ce moment, on est à la page 97 Parfait. du PDF. Merci. Bon, la LCOP, de façon générale, prévoit un mécanisme de base d'approvisionnement en services professionnels, en services de biens,
Et est prévu des autorisations à obtenir de la présidente et chef de la direction pour certaines décisions. Donc, à la base, le mécanisme qu'on utilise d'escalade vers la présidente et chef de la direction, c'est par les notes du RAC qu'on escalade vers le bureau de la présidente et chef de la direction pour obtenir différentes autorisations qu'elle aura à faire dans le cadre de la loi sur les contrats publics. Et donc, le 21 mai 2015, si on va dans l'objet de la note, vous écrivez à la présidente directrice générale pour conclure sur le respect de la clause de limitation relative aux intérêts d'un soumissionnaire ayant participé à l'appel d'offres P22-960, acquisition de services de conseil stratégique pour le programme de transformation majeure de la VPTI. En français, est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire? C'est quoi cet appel d'offres-là? Bon. Lorsqu'on a décidé d'aller chercher qu'il fallait aller chercher des experts métiers en dehors des murs du gouvernement du Québec, je ne sais pas, M. le commissaire, si vous voulez que je fasse la genèse depuis le début, là, je l'ai quand même, mais l'idée, c'est que quand on arrive à cette situation-là, on pourra y revenir peut-être sur la genèse, mais quand on arrive à cette situation-là, on a créé une équipe sous le ROC, qu'on appelle un comité aviseur en gestion contractuelle. Le comité aviseur en gestion contractuelle relève du ROC ou du RAC. Et moi, je ne suis pas à temps plein. Okay? Ça s'appelle aviseur. Il avise. Et il est constitué de le responsable de l'éthique à la société, qui relève d'une vice-présidence, la vice-présidence aux affaires publiques, qui était Dave Leclerc à l'époque. L'adage est là avec un secret professionnel, mais elle est là, présente sur le comité. Le directeur des membres de la direction de la vérification interne sont là aussi. Et j'ai mes gens de contrat qui sont là, les gens en gestion contractuelle, en conformité en gestion contractuelle. D'une façon plus importante, je ne sais pas parce que ça a varié un petit peu, mais c'est M. Rodrigue Côté, là, qui est directeur général, que j'appelle affectueusement mon vice-RAC ou mon vice-ROC, qui gère ça. L'entrepreneur, que moi j'appelle, l'entrepreneur qui se trouve à être peu importe qui dans l'organisation qui veut avoir accès, il y a une place aussi en autour de la table pour expliquer ses besoins. Okay? Donc, ces gens-là nous rencontrent, et un des commentaires ou des propositions qui est faite, c'est d'inclure là, pour ces conseillers-là une clause limitative. Okay? Pour protéger la société dans l'éventualité où on va aller à un appel d'offres. Donc, de limiter les contrats que ces gens-là... Parce que si tu t'en vas vers le privé, les mandats que ces gens-là vont pouvoir prendre, okay, au-delà de la SAC. Fait que dans le fond, c'est limité, ça le dit, là, c'est qu'on limite complètement qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Fait que c'est comme ça. Dans le fond, la clause limitative, c'est pour les limiter dans le temps, parce que c'est une période de 5 ans. C'est quand même long, des limités dans les services conseils qu'ils pourront donner à d'autres organisations, ça veut dire aucun. Aucun. Puis, si on fait juste un petit pan, on s'élève là de 5000 pieds, peut-être un petit peu plus dans les airs. On va, oui, juste là, je voudrais le rappel des faits, Madame la greffière adjointe, s'il vous plaît. Non, vous étiez au bon endroit, juste monter un petit peu plus haut. Voilà, rappel des faits. Exact, rappel des faits. En fait, c'est que, est-ce que c'est usuel qu'un appel d'offres d'un organisme public soit rédigé par un consultant? C'est-à-dire pas par quelqu'un de votre équipe? Non. Puis, pourquoi, sur le plan de l'intégrité des marchés publics, parce qu'on veut c'est pas usuel de donner ça à un externe? Parce qu'on veut le moins d'influence possible. Là. Donc,
C'est ça l'idée. C'est que dans le fond, on garde ça à l'intérieur, mais dans un appel d'offres comme ça, là, on a besoin de venir se faire aider. Et là, on veut restreindre. Ouais. Quelque part, là, le commentaire de ma gang, de mon comité aviseur, puis ça venait beaucoup du juridique. Puis j'étais à l'aise avec ce qu'il disait, c'est qu'il faut faire en sorte que ces gens-là soient comme s'ils étaient dans nos murs comme fonctionnaires, dans le fond. OK? Exact. C'est ça l'idée. Soit astreint aux mains. Puis, Exact. donc, la rédaction d'un appel d'offres par un organisme public, c'est un élément stratégique important dans le respect de l'intégrité des marchés publics parce qu'on ne veut pas que le texte de l'appel d'offres soit influencé par des tiers, Exact. qui aurait pour conséquence de favoriser des tiers. Puis, si on va un pas plus loin, quand vous dites dans mon comité aviseur, on n'est pas plus loin dans notre raisonnement, Mme la greffière adjointe, pas dans le document. Merci. Donc, si on va un pas plus loin, quand vous dites dans votre comité aviseur que vous avez l'éthique, la DAGE, la direction des affaires juridiques, c'est piloté par quelqu'un de votre équipe, puis on invite, comment vous avez appelé ça, l'entrepreneur? Donc, c'est la personne à l'interne qui a un projet, puis pour réaliser son projet, il a besoin d'un contrôle. Il est là parfois. Il n'est pas toujours là tout le temps. Ouais. C'est ça. Donc, le service demandeur, là. Pardon? Oui, demandeur. de- Excusez-moi. On va l'appeler le demandeur. C'est mieux. Ouais. OK. Et donc, est-ce que je me trompe ou c'est une autre mesure pour assurer l'intégrité des marchés publics que l'appel d'offres soit rédigé par quelqu'un de votre équipe et non pas que la main qui tient le crayon soit l'entrepreneur qui a peut-être lui aussi des a priori, puis qui pourrait être tenté de favoriser, d'être tellement précis qu'il va favoriser quelqu'un en particulier. L'appel d'offres en tant que tel, peu importe les appels d'offres, les besoins, c'est le demandeur qui les demande. Le reste, c'est nous, la conformité en gestion contractuelle. Mais les besoins, ça reste le demandeur qui va les fixer. Le demandeur établit ses besoins. Votre équipe, elle, s'assure de traduire ses besoins dans un appel d'offres Exact. par l'intermédiaire de critères les plus objectifs possibles parce que l'objectif, c'est d'ouvrir le marché. Hein, on va entendre cette expression-là, on l'a peut-être déjà entendu. C'est de permettre à un plus grand nombre de soumissionnaires possibles de se sentir visés par l'appel d'offres puis d'avoir le goût d'y répondre. Je vous dirais oui, tout en répondant aux besoins du demandeur. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est que... Puis si vous regardez tous les appels d'offres publics au Québec, bien, c'est comme ça. C'est que dans le fond, à un moment donné, il faut que ça respecte, aussi, il faut que ça réponde à un besoin, au besoin du demandeur. Donc, ouvrir le maximum en fonction du besoin qu'il y a. C'est ça. Qu'il y a là. Puis là, le besoin, c'est d'avoir des conseillers stratégiques Exact. pour amener des compétences et des connaissances à la société pour passer au travers son processus d'approvisionnement complexe mais nécessaire. Ouais. On a vu dans le décret, dans le CT, pardon. Donc, on fait ça. Puis là, ce qui est particulier, c'est que ces gens-là vont rédiger D'où l'importance de limiter tout ça. l'appel Ouais. d'offres. Puis, de qui vont relever ces conseillers stratégiques-là? Est-ce qu'ils vont relever de votre vice-présidence à vous ou de la VPTI? Bon, là, on peut ouvrir un morceau. Le projet est en mode matriciel complet. Il faut que j'aille là pour répondre à la question. Je pense que oui, mais expliquez-nous d'abord, on va rester au même endroit dans le document, Mme la greffière adjointe. Mais donc, c'est quoi un mode matriciel complet? Oui, c'est ça. Bon, au départ, projet CASA, quand le projet se met en place, il y a un périmètre qui est dessiné sur le projet. Là, il faut distinguer la vice-présidence aux technologies de l'information et le projet. On comprend? Parce que la vice-présidence aux technologies de l'information, là, ils vont avoir à faire les mêmes devoirs que les autres vice-présidences en termes de posture. Eux autres aussi sont en attente d'une solution. Fait que le projet se dessine. On pourrait imaginer un carré ou un rond, peu importe, comment est-ce qu'on aime ça, mais c'est une sac dans la sac, là, quelque part. OK? Donc, ça veut dire qu'en mode matriciel fort, c'est qu'il va y avoir des fonctions mises là
pour assurer l'agilité et assurer la plus grande flexibilité au chef de projet. Donc, on intègre des fonctions contractuelles, on intègre des fonctions financières, on intègre différentes fonctions à l'intérieur du projet. Et donc là, dans les étapes pour aller à l'appel d'offres, tu as l'étape du positionnement. Si on comprend que c'est le VPTI qui l'a fait. On comprend que la deuxième étape, c'est la description des besoins. OK? Ça, on comprend que c'est le projet qui en prend en charge. C'est la même personne qu'Armand L'Enfant, mais pas avec le même chapeau, selon moi. Il y a un chapeau, à ce moment-là, de chef de projet CASA, OK? Dans la mode matricielle fort. Ce que ça veut dire que chacune des vice-présidences va dédier des personnes dans le projet. Moi, comme VP Finance en premier, avant RAC, je vais dédier des gens de finance qui vont aller dans le projet décrire nos besoins. La vice-présidence à l'accès au réseau routier va faire la même chose. Indemnisation va faire la même chose. VPTI va faire la même chose. Et le bras contractuel va aller faire la même chose aussi. Okay? Donc, aller assurer que la description des besoins qui va finir dans l'appel d'offres va être faite complètement en mode matriciel fort. Dans ce contexte-là, les conseillers stratégiques se retrouvent dans le projet aussi. Mais C'est un peu ça, là. c'est ça. Ils se retrouvent dans le projet. En mode matriciel fort, eux autres aussi. Quand on arrive après ça à l'appel d'offres en tant que tel, la gestion de l'appel d'offres, là, on vient en mode normal. Ça veut dire que pour ce bout-là, la gestion de l'appel d'offres, là, de A à G, je crois, Ouais. ça redevient comme sous la responsabilité du ROC. Et là, on sort de la matricielle, la matrice en tant que telle. Sauf que dans le cas du projet CASA, contrairement à un projet usuel, le ROC remet les mains sur le volant une fois l'appel d'offres rédigé. Oui. Parce que l'appel d'offres, il se rédige en mode matriciel complet. Il est amené vers le comité de direction. C'est important. Il est amené vers le comité de direction. Et dans la posture du projet à ce moment-là, c'est que les vice-présidents qui sont en demande, comme moi, j'ai des équipiers là, finance, moi, c'est avec eux autres que je parle pour m'assurer que mes besoins sont bien écrits dans l'appel d'offres. Okay? Moi, je ne parle pas avec des conseillers stratégiques. Là. Je parle avec mes équipiers à moi parce que c'est mes besoins à moi que j'exprime. Leur part à eux autres, c'est de venir mettre la portion plus innovatrice que nous, on n'a pas. Fait que moi, comme dans tout appel d'offres, c'est ma gang qui va venir placer mes besoins. La même chose pour l'accès aux réseaux routiers, la même chose pour les autres. Et il y a au comité de direction de la SAC, qui, possiblement que là, on commence à être un comité directeur de projet. Ouais. À ce moment-là, c'est présenté à l'ensemble du comité de direction et il n'y a pas... les externes ne sont pas présents normalement. OK? C'est une jase entre les affaires et la présidente et chef de la direction pour s'assurer que notre projet va répondre à l'ensemble de nos besoins. Puis c'est là qu'on parle des 1400 critères. Mais juste, restons, c'est ça que j'essaie, là, restons focusés sur le processus d'approvisionnement. Là. Vous avez dit qu'en mode matriciel, tout le monde fournit des ressources. Il reste que la ressource, dans le mode matriciel, elle a un répondant fonctionnel, qui est le chef de projet, qui est le grand chef d'orchestre. Ouais. C'est lui qui dirige les ressources, mais cette ressource-là, elle conserve un répondant hiérarchique, qui est son supérieur immédiat, qui le prête. Vous donnez des gens de votre gang, il y a des gens de la gang des VPTI, mais c'est parce que j'ai une question bien simple là, que je pose depuis tout à l'heure, mais que j'essaie de poser depuis tout à l'heure, mais les conseillers stratégiques, là, ils relèvent de qui? Ils relèvent de qui? Du projet. OK, mais ça, c'est fonctionnellement parlant. Mais c'est qui le donneur d'ordre de ces conseillers stratégiques-là? Est-ce que c'est une ressource prêtée par la vice-présidence, par l'équipe de gestion contractuelle ou par la VPTI? Reposez votre question, excusez-moi. Qui
de qui relève, qui est le donneur d'ordre au conseiller stratégique? Là? C'est qui le supérieur hiérarchique? Mais c'est parce que vous avez parlé de VPTI, là. C'est ça qui m'a mêlé dans la question. Ben, c'est parce que Je veux savoir c'est qui. je veux juste savoir C'est le chef de projet. Oh. C'est le projet. Donc, c'est Malenfant. C'est ce que je vous dis. OK. Quand Donc, je lis le il projet, relève. c'est moi. Et ça, ce qu'on a dit Je tout à pensais que ça l'heure, avait été clair, excusez-moi. OK. Non, c'était pas Non, ça clair. va. Ah, ok. Merci pour la réponse. C'est inusuel que l'entrepreneur définisse ses besoins puis tienne le crayon de la rédaction de l'appel d'offres. En fait, c'est inusuel. Parfait. Pour ce bout-là. Pour ce bout-là. Puis, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin qu'on vient de faire tomber une des mesures de pouvoir contre pouvoir qui assure le bon fonctionnement dans une organisation? Il y a ça partout, hein? Vous êtes la VP Finance, vous occupez aussi, puis vous avez la direction En de fait- vérification interne qui regarde ça. Il y a des pouvoirs contre pouvoirs dans une organisation, pas dit dans le mauvais sens du terme, mais pour assurer une saine gouvernance, une prise de décision. Mais là, en réunissant sous l'entrepreneur, L'équipe contrôle. demandeur de besoin, le rédacteur d'appel d'offres, on vient de faire tomber un pouvoir contre pouvoir dans l'organisation. On n'a pas tombé, le mot est fort, je vous dirais qu'on n'a plus la même portée. OK? Parce que madame, l'équipe de gestion contractuelle a encore accès en pointillé. Ça avait été exprimé comme ça dans l'organigramme. Tu as une ligne pleine pour en mode matriciel fort, mais elle reste quand même en pointillé pour des soucis qui pourraient se présenter auprès du RAC. C'est ça. Autrement dit, pour être clair, la directrice avait accès quand même à mon bureau, OK, et était capable de me donner ses difficultés ou les points de difficulté qu'elle avait. Mais j'étais plus line, j'étais en pointillé avec. OK? Avec Donc, elle. Puis ça, la directrice, on parle de Mme Chabot. à l'époque, Que oui, c'est c'est- Mme Chabot parce que c'est elle qui a été transférée dans le projet. Les autres, les autres personnes qui relèvent du RAC dans l'équipe de gestion contractuelle avaient d'autres travaux à faire. Eux autres sont restés dans leur posture. C'est la même chose pour tout le monde. Par exemple, moi, celui qui s'occupait de finances, là, bon, lui aussi, là, il était en ligne directe avec M. Malenfant, mais il y avait un pointillé avec moi. Parce qu'à un moment donné, vous comprenez que quand je m'en vais valider mes besoins, il redevient ligne avec moi, mais c'est pour ça qu'on avait mis pointillé. Il n'est pas là. On change un peu. C'est comme ça qu'il faut le comprendre en termes d'image. Là. OK? Qu'est-ce qui s'est passé terrain? Donc, on revient à notre note. On va engager des conseillers stratégiques qui vont contribuer à la rédaction de l'appel d'offres, ce qui est inusuel dans les processus actuels parce que c'est une mesure de protection de l'intégrité des marchés publics que de séparer l'entrepreneur du rédacteur des appels d'offres. Puis là, dans notre projet CASA, on veut réunir ces gens-là, puis en plus, on donne ça à des consultants externes. Tout ça dans le contexte où on a un processus qui est, En fait, qui est usuel. Là. Je ne critique pas le fait qu'on veut le donner à l'externe. Je fais juste nommer tous les éléments de distinction du processus habituel. Je vous suis jusqu'au moment où vous dites tout ça dans le contexte où on veut donner ça à des consultants externes. Dans le fond, c'est trop fort. C'est pas comme ça. C'est que l'équipe SAC est allée chercher des consultants experts pour venir les alimenter sur des points. Mais on n'a pas donné les clés de la maison au complet aux consultants. Ça, c'est important. OK, donc je vais dire... C'est important parce que ça, je ne peux pas suivre la logique. Là. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Est-ce qu'on peut s'entendre sur où on doit s'adjoindre de ressources, des compétences externes pour rédiger? Oui, Je ne voudrais pas qu'on fasse un débat de mots, là. Je suis tout à fait d'accord avec vos explications. Merci. OK. Donc, puis là, cette note-là, donc, c'est que comme on veut tout faire ça, votre comité aviseur, le conseiller à l'éthique, la direction des affaires juridiques dit, un instant, il faut mettre une clause dans l'appel d'offres pour demander l'exclusivité des Plus que services. ça, il propose aussi qu'on ait un appel d'offres public. Là. Il Oui. propose qu'on ait un comité de sélection indépendant, etc. Là. Et c'est ce que vous avez fait. Oui. Et suivi à 100 conseil. Mais là, quand arrive le soumissionnaire à qui on voudrait, à la suite de tout ce processus, Un des experts. désigner, là, tout ce processus-là désigne un des experts, la question du respect de la clause limitative se pose. Exact.
expliquez-nous pourquoi, si vous en rappelez, sinon on peut parcourir le document. Je l'ai lu, je Donc, pense que c'est le même document, possiblement. oui, c'est ça. Parce qu'on dit que ces conseillers vont participer à l'appel d'offres. Oui. C'est là qu'on est allé prendre une petite marche dans le parc, on a fait un grand détour. Mais donc, afin de s'assurer de l'indépendance des ressources, le conseiller en éthique et le conseiller aux affaires juridiques ont été consultés. C'est ainsi que la société a établi des critères en vue d'assurer l'indépendance. Ainsi, les ressources à contacter doivent, moi je suis devant là, au deuxième picot, OK, merci. doivent déclarer qu'ils n'ont aucun intérêt. Puis ça, c'est la limitation stipulée à l'appel d'offres dont vous nous avez parlé, qu'ils n'ont aucun intérêt dans une entreprise susceptible de soumissionner aux autres appels d'offres qui seront publiés dans le cadre du processus de choix d'une suite de logiciels intégrés, PGI, et des services professionnels d'intégration concernant le choix de l'éditeur et des travaux d'intégrateur. Une entreprise détenant des droits sur des produits ou services pouvant être visés aux appels d'offres qui seront publiés dans le cadre du processus de choix d'une suite de PGI et des services professionnels d'intégration de l'éditeur et des travaux de l'intégrateur. Troisième picot, des produits et services pouvant être offerts aux autres appels d'offres qui seront publiés dans le cadre du processus de choix. Bon, on reprend toujours la même phrase. Deuxième tiret, et finalement, ils ne pourront déposer une soumission en vue de l'obtention des autres appels d'offres qui seront publiés dans le cadre du processus de choix d'une suite PGI et des services professionnels d'intégration, ni obtenir aucun contrat en lien avec ces travaux pour la durée prévue du contrat avec la société et les 2 années suivantes. Donc, bref, ils ne peuvent pas avoir des intérêts dans une entreprise qui, de près ou de loin, va intervenir dans ce projet-là. Donc, si on continue, l'enjeu, c'est qu'une des personnes, on parle des volets, analyse par la direction de la conformité en gestion contractuelle. Vous dites qu'il n'y a pas, troisième picot, il n'a pas été possible de trouver un candidat pour le volet 3. Non, ça va. Bon, le quatrième picot. Le candidat du volet 1 a répondu aux critères de passage, mais présente une situation particulière. Il détient des actions dans R3D Conseil Inc. Exact. Puis, pour faire court, là, on ne va pas tout lire, mais R3D Conseil Inc., ce que vous dites dans votre note, c'est qu'il est susceptible d'être un sous-traitant de l'intégrateur. Donc, d'un des 2 gagnants de l'appel d'offres en lien avec l'installation d'un PGI. C'est bien ça? Je voudrais jouer le mot qu'on a pris. Susceptible, c'est ce mot-là. C'est ça le mot qu'on a pris? Il me semble que oui. Susceptible ou... Est-ce qu'on peut défiler? Oui. Attendez. Descendez, je pense, encore un peu... Un petit peu. On va remonter après, c'est pas grave, là, c'est tu descends. Je pense Juste retrouver les bons mots. Voilà, je pense que c'est là. Ouais, c'est plus qu'on dit, c'est que ce dernier ne sera probablement pas en mesure de préqualifier à l'étape B du processus de la sélection. Il pourrait toutefois offrir ses services comme sous-contractant de l'intégrateur. C'est ce que vous dites. Oui. OK. Parfait. Donc, ça, s'il est sous-traitant de l'intégrateur, ça rentre dans le dernier tiret qu'on a lu tout à l'heure. Si on revient à la page, j'imagine 97 ou 98. Non, remontons encore un peu. Oui, descendez, merci. Mais il y a une analyse de son pouvoir, là. Oui, non, je comprends. Mais juste, on va faire On va y aller. Avançons. Remontons un peu, s'il vous plaît. Non, je m'excuse, descendons. Voilà, petit tiret. Et finalement, qu'ils ne pourront déposer une soumission en vue de l'obtention de l'appel d'offres qui seront publiés dans le cadre du processus de choix d'une suite de PGI des services professionnels, ni obtenir aucun contrat en lien avec ces travaux. OK? Donc, R3D, s'il était sous-traitant de l'éditeur, aurait un contrat en lien avec ses travaux. Il faudrait que je vois un peu plus loin. Monsieur le commissaire, Oui. avec votre permission, le tiret qui est cité par ma consoeur, le kill dont il est question ici, c'est pas, juste pour pas qu'on induise en erreur le témoin, là. Le kill ici, c'est pas
la personne dans laquelle le soumissionnaire a un intérêt, c'est le soumissionnaire. Je Je ne sais pas si vous me Je suivez, ne Maître crois- Sarrazin. ben, je suis pas d'accord avec vous, là. Ça dit qu'ils n'ont aucun intérêt dans l'appel d'offres, puis qu'ils... Regardez, laissons monsieur... je voulais pas amener dans un couloir, là. J'essaie de résumer. J'ai essayé de pas lire, mais je pense qu'on n'aura pas le choix de le faire parce Lisez-le. que M. Frenette va être plus confortable. Fait que M. Frenette, on va vous défiler la note, lisez, puis vous pourrez répondre à ma question. La note au complet. Oui. Ben, c'est parce qu'on essaie de pas la lire, mais vous voulez revoir les mots. Fait que soyez confortable, prenez le temps de... Comment je fais pour la bouger, moi? OK. Je pense que vous pouvez pas avoir le contrôle, mais allons-y. Quand Je vous vous êtes dirai rendu à la après. fin, vous le dites, puis Mme la greffière adjointe va remonter. Il va lire la note au complet? Voulez-vous prendre une pause de 5 minutes? Oui, puis je on pense revient? que regarder Parfait. les gens à lire, moi, c'est... Ça va? On vous fait signe quand c'est Oui. fait. Merci beaucoup. Veuillez vous lever, nous pourrons une courte pause.